écoutez, on va commencer. Bonjour à tous, ravi de votre présence. Aujourd'hui, on va vous parler de deux programmes C2E, Ma Cyclo Entreprise et Collier Active. Donc, je me présente rapidement, Jonathan Kurtz, et je suis chargé de déploiement de la plateforme Aide Territoire et France Mobilité. Je suis également accompagné donc, de Bettina Leblanc, qui est aussi chargée de déploiement, et Élise Marion, la fondatrice de Aide Territoire. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les participants déjà et également les panélistes. Donc Mathieu Cloarec, qui est directeur de l'association Les Boîtes à Vélo, Bruno Gauthier, qui est directeur du développement de l'ADI. Je tiens à remercier également Yiling Nathalie Lao, qui est barista à vélo, qui gère Lao Café. Amaury Guinard, qui est cofondateur de la SOFUB, qui est responsable aussi du service grand compte à Sonergia, et Kitri Berchon, chargé de mission colis active à Sofub. Et enfin, pour finir, je remercie Jérôme Cuca Rollo, pardon, qui est le gérant de Tout en Vélo. Sans plus attendre, je vais laisser donc la parole à Mathieu, des boîtes à vélo, qui va introduire ce webinaire en vous présentant quelques enjeux des programmes C2E vélo. Merci. Alors, beaucoup de ceux qui nous écoutent, beaucoup d'entre nous le savent déjà, mais il est toujours bon de le rappeler. Les transports, dont le trafic routier, sont aujourd'hui en France, selon l'ADEME, le principal secteur consommateur d'énergie, devant les logements, devant les autres activités humaines comme l'industrie. Et c'est aussi le premier secteur consommateur d'émissions de gaz à effet de serre. Respectivement pour un tiers et 40% des totals, ce sont les chiffres 2018. C'est aussi le principal secteur, les transports, d'émissions de pollution. Et selon les polluants, ils représentent ce secteur de 75% à 100% d'émissions des polluants, ce qui est quand même considérable. Et plus précisément, si on zoome à l'intérieur de ce secteur des transports, on voit, toujours selon l'ADEME, que les voitures et les véhicules utilitaires légers sont responsables à eux seuls de 64% des émissions de CO2 en France, et cela majoritairement en zone urbaine et périurbaine qui concentrent l'essentiel du trafic. En termes de santé, bien évidemment, il y a des répercussions et Santé publique France estimait en 2016 que la pollution de l'air en milieu urbain était responsable en France de plus de 40 000 décès prématurés par an. Et on connaît aussi les nuisances qui sont pointées, les nuisances sonores et la question, le problème de l'emprise de l'ensemble de ces véhicules sur l'espace public en milieu urbain. Rajoutons à cela que le trafic en milieu urbain a explosé depuis quelques années avec les nouvelles pratiques de consommation sur Internet et l'explosion du commerce en ligne. Ainsi, après 2020, qui a vu une croissance record des flux logistiques de l'ordre de 20%, les projections pour les prochaines décennies restent élevées avec une croissance prévue d'environ 8% par an, ce qui est considérable. Et face à cette augmentation importante et durable de la demande de transport des professionnels et de transport de marchandises, et parce que le secteur du transport routier n'a pas ralenti sa consommation d'énergie et d'émissions de gaz national, ce problème est devenu vraiment un enjeu central. Et s'attaquer à ce problème et modifier les pratiques de nos concitoyens est devenu un enjeu vital pour respecter nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Or, il se trouve que, on l'a vu tout à l'heure, ce sont précisément des trajets en zone urbaine effectués par des voitures et des véhicules utilitaires légers, qui sont en général des distances, on va dire, inférieures à 10 km, pour parler grossièrement, qui peuvent être, dans une large partie des cas, réalisés à vélo ou à vélo cargo, pour parler de cette modalité-là, qui est celle qui nous intéresse. Encore faut-il convaincre les usagers que sont les professionnels et les professionnels de la livraison en particulier que travailler à vélo est possible, non seulement possible mais avantageux, comme le montre la pratique notamment aux Pays-Bas et en Allemagne ou encore au Danemark. Et encore faut-il les accompagner pour sauter le pas. C'est exactement le but que se sont fixés les deux projets C2E que nous allons vous présenter, Ma Cyclo Entreprise et Collier Active. Et je repasse la parole à Jonathan.
Très bien. Donc, rapidement, l'ordre du jour. Donc, ce webinaire donc, a pour objectif déjà, dans un premier temps, de vous présenter donc, la cartographie de France Mobilité et d'Aide Territoire, qui intègre en fait toutes les aides disponibles aujourd'hui pour prétendre dans des projets de mobilité. Dans un deuxième temps, donc, on va zoomer donc, sur Ma Cycle Entreprise qui permet donc, aux micro-entrepreneurs et aux créateurs d'entreprises de découvrir tous les avantages de la cyclomobilité professionnelle. Puis après, on aura un retour d'expérience de Nathalie qui, après avoir travaillé 4 ans dans une entreprise de e-commerce, a ouvert son coffee shop mobile. Puis, on terminera cette première partie par une brève phase de questions-réponses. Et enfin, donc, dans la deuxième partie, on va donc s'intéresser au C2E Collier-Active, donc, qui est à destination des acteurs de la logistique urbaine et des territoires pour développer un système de livraison écologique sur le dernier kilomètre. Et on finira par le retour donc, de Jérôme, qui est gérant de Tout en vélo. Une dernière chose, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y a un petit icône converser et donc on y répondra à chaque fin de partie. Je laisse maintenant la parole donc, à la fondatrice de Territoire, Élise Marion, qui va vous présenter Aide Territoire et également la cartographie France Mobilité Aide Territoire. C'est à toi, Élise. Ton micro est peut-être désactivé, Élise. Effectivement, je n'avais pas. Merci. Je suis donc l'intrapreneur à l'origine d'Aide Territoire. Aide Territoire qui est une start-up d'État. Donc, une start-up d'État, en fait, c'est vraiment un service numérique qui se développe dans une administration, mais qui est doté d'une équipe dédiée et autonome. Donc là, c'est la grande différence avec le mode de développement classique des SI dans les administrations, c'est qu'aujourd'hui, Aide Territoire, c'est une équipe de 12 personnes qui intègre des développeurs, des chargés de déploiement, des compétences en UX design, et on est vraiment très autonome pour travailler en fonction des retours de nos utilisateurs. C'est vraiment ce qui nous guide, hein, les besoins et les retours des utilisateurs pour améliorer la plateforme au quotidien. Donc, on fait partie du réseau BetaGouv, donc qui est le réseau de toutes les startups d'État, hein, qui compte aujourd'hui une communauté qui a énormément cru au cours des dernières années. Aide Territoire, en fait, a été lancé au sein du ministère de la Transition écologique. Hein, il a été incubé pendant la première année à la Fabrique numérique. Et on reste aujourd'hui financé par le ministère de la Transition écologique, donc via sa direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, qui est compétente sur toutes les questions d'aménagement du territoire, mais aussi par France Mobilité, qui fait partie du ministère des Transports. On est également cofinancé par l'Agence nationale de cohésion des territoires et par la direction du numérique, qui nous a octroyé l'année dernière un financement via le Fonds d'accélération des startups d'État. Aide Territoire, aujourd'hui, donc c'est une plateforme numérique qui va centraliser et organiser toutes les aides qui sont destinées aux structures locales. Les collectivités, bien sûr, mais aussi les associations, les établissements publics, les entreprises, voire même les particuliers, pour vraiment faciliter l'identification des dispositifs existants en temps réel, en fait, et éviter à tous les porteurs de projets de se perdre un peu dans le maquis des aides qui sont distribuées par de nombreux porteurs sur tout le territoire, et faciliter aussi une approche qui soit très territoriale. Parce que quand on est dans les Hauts-de-France, on a envie de connaître les aides disponibles dans sa région et pas celles qui sont disponibles en Provence, Alpes, Côte d'Azur, par exemple, avec également des spécificités dans les Outre-mer. Donc, on intègre aussi des acteurs qui sont vraiment spécifiques aux Outre-mer. Peut-être la slide suivante, Jonathan. Aujourd'hui, donc, Aide Territoire travaille avec un grand nombre de porteurs d'aide. Hein. On en recense plus de 500 sur la plateforme. Ces porteurs, ce sont avant tout des ministères, des services d'État déconcentrés, des conseils régionaux. Là, on est en train d'intégrer petit à petit toutes les aides des régions sur Aide Territoire. Je pense que d'ici la rentrée, on aura la moitié des régions qui auront leurs aides disponibles sur Aide Territoire. En tout cas, on a des démarches qui sont en cours. Les conseils départementaux également avec lesquels on travaille. Et puis, de nombreux porteurs locaux, donc des syndicats mixtes, des structures qui vont accompagner aussi tous les porteurs avec de l'ingénierie, hein, pas forcément du financement, mais aussi de l'ingénierie, parce qu'au lancement de Territoire, je me suis rendu compte que c'était une chose qui manquait, en fait, l'information sur les structures d'ingénierie. Je pense que c'est essentiel en milieu rural d'avoir
des compétences pour aider à monter un projet. Donc, on a les logos de certains porteurs qui sont aujourd'hui référencés sur Aide Territoire. On travaille également avec l'Europe s'engage en France et on a un gros chantier en cours sur les aides européennes qui pourraient venir accompagner les projets. Donc ça, l'équipe est mobilisée sur ce chantier avec la nouvelle programmation qui va arriver à partir du second semestre 2021. Et puis, on est aussi identifié comme structure qui diffuse les aides du plan de relance avec des portails régionaux pour accéder à toutes les aides à la relance. Aujourd'hui, donc, nos chiffres clés, on est même à plus de 500 contributeurs et pas 400. On a plus de 2000 aides qui sont sur la plateforme, donc qui sont classées par thématique et sous-thématique. Aujourd'hui, on a 81 sous-thématiques à toutes les échelles, donc du plus local jusqu'à l'échelle européenne, et des aides qui sont soit financières, soit des aides en ingénierie. On a 40 000 visites à peu près par mois sur la plateforme et des utilisateurs qui sont plutôt très satisfaits d'Aide Territoire avec la découverte de nouveaux dispositifs, mais également 92% des utilisateurs qui estiment les aides que présente Aide Territoire comme pertinentes face à leurs recherches. Donc, le partenariat avec France Mobilité, on l'a mis en place à partir de 2020. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec France Mobilité, puisque le programme avait vraiment ce besoin de cartographier tous les dispositifs de financement envisageables pour des projets de mobilité. Donc, on a décidé de construire une page web commune à France Mobilité et Aide Territoire qui va centraliser et structurer tous les dispositifs financiers sur la thématique mobilité. Donc aujourd'hui, on a 220 dispositifs qui sont disponibles sur 9 sous-thématiques, qui sont consultables sur la page dédiée du site France Mobilité, mais c'est des dispositifs qu'on va évidemment retrouver sur le site Aide Territoire. Donc si une structure vient sur Aide Territoire et fait une recherche avec le filtre mobilité, elle va retomber sur ces dispositifs également. L'intérêt de la page France Mobilité, c'est qu'on a déjà une recherche qui est préfiltrée sur la thématique mobilité et puis avec toutes les infos du site France Mobilité à côté. Si vous voulez, je vous fais rapidement une petite démo, si on prend juste une minute. Normalement, vous avez ici donc, la page France Mobilité qui apparaît à votre écran. Et donc, avec un petit en-tête qui décrit un petit peu les objectifs de la page, notamment avec des descriptifs, des liens qui renvoient vers des descriptifs des sous-catégories. Et après, on arrive ici sur le cartouche en fait, de recherche, comme disait Élise, dans lequel en fait, on peut mettre pour quel territoire on cherche l'aide. Ça peut être une ville comme Toulouse, par exemple. Quelle structure? Donc ici, vous avez la liste des structures pour laquelle vous cherchez une aide. Également la thématique. Donc, par exemple, si je mets ici logistique urbaine, filtrer les résultats, voilà, on va avoir 76 résultats. Si je vais sur plus de critères, ici, vous avez accès en fait à d'autres filtres qui vous permettent d'aller un peu plus loin dans votre recherche et d'avoir en fait un maillage un peu plus fin. Et donc, si je fais ici donc trouver une aide, vous avez également ici le bouton créer une alerte qui a enregistré, comme vous le voyez, les filtres sélectionnés. Et de cette manière, vous pouvez avoir également des rappels, soit quotidiens ou hebdomadaires, pour recevoir en fait par mail des alertes une fois que des nouvelles aides sont publiées. Si je m'intéresse rapidement, par exemple, à une fiche, prenons par exemple, disons, voilà, expérimenter autour de la mobilité, de la non-mobilité sur le pays. C'est vraiment un exemple au hasard, pays lauragais. Donc ici, vous avez le descriptif avec les exemples de projets réalisables. Et en appuyant sur ce bouton ici, vous avez donc les contacts vers le descriptif complet donc sur le site du porteur d'aide et également les contacts pour candidater au dispositif. Voilà. Je retourne sur la présentation. Hop, je me mets en lecture ici. Voilà. Et voilà. Et pour rappel, donc la cartographie est disponible sur ce lien-là. On vous enverra le lien, de toute façon, la présentation. Vous pourrez facilement retrouver donc la cartographie des dispositifs de financement. Et enfin, pour finir, peut-être rapidement, aujourd'hui, on a 2 méthodes d'alimentation.
pour en fait agrémenter notre base de données. La première, donc, c'est la méthode manuelle qu'on valorise généralement quand il n'y a pas beaucoup de volume d'aide. Et donc là, les contributeurs, grâce au formulaire qu'on a mis en place, peuvent facilement ajouter les aides. Et le flux automatique, qui est par exemple les projets en cours avec la mise en place d'API actuelles qu'on fait avec les gros porteurs d'aide, type les régions par exemple, pour en fait agrémenter la base de données en one shot et après que les mises à jour se fassent automatiquement et qu'on ait une information qui soit toujours d'actualité. Voilà. Et donc, je laisse maintenant la parole. Jonathan, Oui, on a aussi peut-être la solution intermédiaire qui est entre l'ajout manuel et l'ajout d'une API, qui est la possibilité d'importer un fichier. On a le template des données qui sont sur Aide Territoire, et donc on peut passer le fichier Excel et importer ensuite en masse. Donc ça, c'est la solution intermédiaire pour les structures qui ont peut-être beaucoup d'aide pour les renseigner manuellement une par une ou avec beaucoup de copier-coller et qui n'ont pas mis en place d'API. On a aussi cette troisième possibilité d'import des aides. Tout à fait. Et donc maintenant, je vais laisser la parole donc, aux intervenants qui vont nous présenter Massiclo Entreprise. Parfait. Merci Jonathan, merci Élise. Je regardais en même temps que vous parliez et je me posais la question de savoir si justement le programme Massiclo Entreprise et les aides qu'elle peut proposer aux entrepreneurs faisaient partie de la plateforme. Il faudrait que qu'on regarde ensemble. C'est le cas, bien sûr. Je n'étais pas arrivé Tout à fait. encore avec tous les filtres. Ouais. Parfait, excusez-moi. Donc, encore une fois, merci et bonjour à toutes et tous. Peut-être deux mots d'introduction sur ce programme Massiclo Entreprise, avec en guise un peu pour dresser un peu le paysage, je dirais quelques mots sur l'ADI, qui est une association d'envergure nationale qui existe depuis une trentaine d'années et qui intervient un peu partout en métropole et en outre-mer. On a un prisme assez fort sur l'outre-mer auprès de petits entrepreneurs, TPE, porteurs de projets de création ou entreprises déjà existantes, et qui leur propose un certain nombre de services de conseil, d'accompagnement, d'accès à des solutions de financement pour celles qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et c'est c'est notre objet premier que de pouvoir financer des gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire pour développer ou lancer une entreprise. Depuis maintenant une trentaine d'années, on est amené à côtoyer, accompagner plus de 20 000 entrepreneurs chaque année. On a observé il y a déjà 4 ou 5 ans, dans un certain nombre de territoires, des entrepreneurs qui, de façon spontanée, sur la base de choix personnels et en lien avec leur modèle économique, avaient fait le choix et pris des options en termes de mobilité avec des équipements de cyclomobilité et qui venaient vers nous pour accéder à nos services. Et ce faisant, par l'intermédiaire de l'une d'entre elles, d'ailleurs, je crois à Grenoble, on a été amené à rencontrer un collectif d'entrepreneurs à vélo, qui est donc les Boîtes à Vélo France, et avec qui on a commencé à partager, à échanger. De notre point de vue, on voyait bien effectivement tout l'intérêt et la pertinence que ce type de moyens alternatifs de déplacement pouvait avoir pour des petits entrepreneurs, en particulier en milieu urbain, comme l'a bien expliqué en introduction de cette webconférence Mathieu tout à l'heure. Suite à ces échanges et ces prises de contact, je dirais, Boîte à Vélo France est revenu vers nous fin 2019 et nous a proposé de réfléchir ensemble à la construction d'un programme pour, de façon plus significative, faire la promotion de ces modes de mobilité pour les entrepreneurs dans le cadre d'un appel à projet CEE proposé par le ministère de la Transition écologique, auquel donc on a répondu et pour lequel on a pu mobiliser le soutien d'ENI en tant que financeur pour pouvoir lancer ce programme Massiclo Entreprise dans le courant du premier quadrimestre 2020. Voilà, un peu en guise d'introduction. Je vais laisser la parole à Mathieu qui va vous présenter de façon un peu plus détaillée le contenu du programme, le parcours qui est proposé, les services que nous proposons. Et puis, on pourra tout à l'heure reparler un peu plus dans le détail, suite à vos questions, si nécessaire, un peu de la façon dont les choses se passent. Merci Mathieu. Bruno pour cette introduction.
Rebonjour à toutes et tous, au cas où je ne l'aurais pas dit. Donc, ma cyclo-entreprise, c'est un programme qui se donne pour but d'accompagner tous les créateurs de TPE, de petites entreprises, ou les petits entrepreneurs en exercice à faire le choix du vélo pour leur activité professionnelle. Et donc de basculer, s'ils sont en activité, du véhicule ultra léger ou de la voiture vers le vélo, ou de commencer directement à vélo. Et pour ce faire, on a imaginé ce programme qui est bâti sur on va dire, deux principaux outils. Un parcours d'accompagnement, de formation, un parcours entreprendre à vélo, qu'on a baptisé ainsi, que je vais vous détailler juste après. Pardon, Jonathan, c'est possible de passer la slide suivante? Et voilà. Donc ça, c'est le parcours entreprendre à vélo. Et puis deux autres chantiers qui visent à améliorer les conditions de travail et l'environnement des entrepreneurs à vélo. Un chantier sur l'assurance, puisqu'aujourd'hui, le travail à vélo est une activité, un type d'activité qui est mal couvert par les assurances, qui connaissent bien la voiture, mais pas vraiment le vélo. Et c'est un élément important de pouvoir assurer son moyen de mobilité. Et par ailleurs, un chantier sur les lieux les lieux ressources pour l'entrepreneuriat à vélo, c'est-à-dire des lieux qui servent aux entrepreneurs à vélo dans la ville à pouvoir déployer leurs activités, mais aussi à éventuellement d'abord se reposer, travailler, recevoir éventuellement leurs clients. Voilà, donc le parcours, vous l'avez sous les yeux. Pour revenir sur cette branche, pardonnez-moi, il y a un petit appel. Ah, voilà. Je ne sais pas si c'est le bruit parasite ne vous a pas trop envahi, je m'en excuse. Donc ce parcours qu'on propose aujourd'hui, c'est un parcours en 3 temps. Il y a une formation collective d'une demi-journée. Premier temps, au cours de laquelle les créateurs ou les entrepreneurs, créateurs d'entreprises, entrepreneurs vont découvrir la cyclomobilité professionnelle. Qu'est-ce que c'est que travailler à vélo? On va leur présenter les différents modèles de vélo. On va leur expliquer qu'est-ce que ça suppose, faire des rappels aussi qui peuvent être parfois basiques sur la sécurité routière, sur rouler à vélo en ville en sécurité pour soi et pour les autres. Puis on va s'attarder aussi sur, toujours dans la partie théorique, l'impact du vélo sur les modèles économiques. Et au milieu de cette demi-journée, il y aura des essais de vélo cargo qui vont venir un petit peu, qui vont permettre à ces personnes qui, pour un certain nombre d'entre elles, ne connaissent pas du tout les vélos cargo, de toucher du doigt cet outil, de l'essayer, de voir sa praticité, ce que ça suscite comme bonne sensation. Une fois cette demi-journée effectuée, un certain nombre de ces candidats seront convaincus, et donc la question se pose de l'étape d'après. Ils souhaiteront passer à l'acte. Et évidemment, le choix du modèle de vélo en fonction de l'activité exercée est une question qui est assez technique. Et c'est pourquoi on a prévu un rendez-vous individuel. C'est la case que vous voyez au milieu, qui dure environ 2 heures avec un professionnel à vélo, comme pour la formation collective. Ces professionnels étant issus, par exemple, comme Jérôme, de l'association des boîtes à vélo. Et au cours de ce rendez-vous, il y aura un échange autour du projet d'activité et nos formateurs, nos accompagnateurs pourront conseiller techniquement sur le type de vélo à utiliser. Et enfin, troisième étape, la personne pourra demander la prime Ma Cyclo-entreprise. On a prévu sur le budget de ce projet un volant pour une prime d'achat qui est de 20% du coût total de la solution qu'on préconise. Et cette prime est administrée par l'ADI qui connaît bien évidemment tout ce genre de dispositif puisqu'ils font de la microfinance.
Et il y a des conditions d'éligibilité qui sont gérées par l'ADI, voilà, et qui sont en gros liées au public que l'ADI a l'habitude d'aider, mais qui permettent d'avoir, dans la plupart des cas, d'obtenir cette aide financière, qui aujourd'hui d'ailleurs augmentée en ce moment, en tout cas par un certain nombre d'autres dispositifs d'État comme l'aide tremplin de l'ADEME. Voilà. Juste un petit mot avant de repasser la parole à Bruno, peut-être qui pourrait compléter sur le financement, et puis vous présenter le petit chantier assurance, enfin le chantier conséquent d'études de solutions assurantielles. Les boîtes à vélo, c'est aujourd'hui l'association, la seule association des entrepreneurs à vélo, c'est-à-dire des gens qui travaillent à vélo en France. On compte aujourd'hui plus de 200 adhérents. Et on représente à peu près tous les secteurs d'activité. On est présent dans la plupart des régions de France. Les boîtes à vélo France ne sont que la superstructure, mais on compte déjà 8 associations nationales, la plupart dans les grandes métropoles. Jérôme, ici présent, est grenoblois et aussi co-responsable des boîtes à vélo Grenoble. Voilà. Je referme cette parenthèse de présentation très courte de notre association, mais vous pouvez en savoir beaucoup plus sur lesboîtesavélo.org. Merci. Très bien. Peut-être juste tout petit complément, Mathieu, avant de parler des sujets d'assurance, parce que je m'excuse, je ne me rappelle pas d'avoir entendu le dire, mais le programme aujourd'hui est déployé dans une quinzaine de villes. Oui. Il est en fait disponible et accessible partout en France à partir de ces 15 villes qui sont donc des grandes villes qui nous permettent de couvrir l'ensemble du territoire, donc à Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes, Paris, Orléans, Rouen, Lille, Strasbourg, Grenoble, bientôt Metz et Dijon, ce qui nous permet effectivement d'avoir une couverture sur la métropole qui est complète et totale, partant du principe que des bénéficiaires peuvent se déplacer sur une demi-journée pour accéder à la formation et qu'ensuite l'accompagnement individuel et l'accès aux services de l'ADI est pour le coup soit fait à distance, soit très localisé, puisque l'ADI a plus de quasi 140 antennes sur l'ensemble du territoire et qu'il est prévu dans un deuxième temps, donc sans doute, on l'espère, début 2022, de pouvoir aussi organiser nos activités pour donner accès à ce programme à des entrepreneurs outre-marins, en particulier à La Réunion et aux Antilles. Voilà, et puis peut-être en 2 mots également, l'ambition du programme est de pouvoir proposer cette formation à 3000 entrepreneurs sur les 3 ans du programme, donc 2020-2022, de pouvoir en accompagner techniquement dans les choix d'équipements adaptés à leur activité 1 millier et d'en financer avec ce dispositif prime associé à un financement microcrédit de l'ADI de l'ordre de 500 d'entre eux. Voilà. Alors, la slide suivante aborde, je crois, Mathieu, plutôt la dimension lieu ressources. Je vais reprendre la parole. Merci Bruno pour ces rappels. Donc, comme je le disais en introduction, Cyclo Entreprise a décidé aussi d'agir sur l'environnement de travail de ces entrepreneurs à vélo. Et la question des lieux et des espaces dans la ville dans lesquels les entrepreneurs peuvent trouver des ressources, des zones de repos, puisqu'évidemment, à vélo, vous êtes il y a des aspects moins pratiques par rapport à la voiture. C'est peut-être le seul point, on va dire, qui est moins positif, mais avec combien d'autres avantages, évidemment, par rapport aux véhicules. Ces lieux-là sont vraiment des éléments importants du dispositif, et donc on a décidé de les accompagner avec ma cyclo-entreprise, avec un appel à candidature qui va aider les porteurs de projets à développer leurs projets, à trouver des lieux, les concevoir, les aménager, négocier avec les collectivités, par exemple, des baux. Donc, l'accompagnement qu'on propose, suite à l'appel à candidature, c'est un accompagnement de conseil sur toutes les dimensions juridiques, économiques, architecturales, d'aménagement, y compris
économiques sur des volets, par exemple, d'activités de café-vélo, qui peuvent assurer pour de tels lieux une viabilité économique à côté des fonctions que peuvent être l'accueil d'entrepreneurs à vélo, le stationnement de vélos cargo la nuit et éventuellement aussi d'ateliers de réparation. Donc, c'est des équilibres économiques qui sont à trouver. On a un groupe d'experts qui sont tous experts dans leur domaine, dans les différentes thématiques que je viens d'évoquer. Et voilà, l'appel à candidature est actuellement ouvert. On peut le consulter sur le site macycloentreprise.fr, qui est le site du programme. Il sera ouvert pour l'instant jusqu'au 15 juin. Il y a un petit dossier très léger à remplir pour ce faire. Et donc, voilà, j'encourage tout le monde à diffuser l'information sur cet appel qui concerne vraiment des lieux offrant des ressources pour des entreprises à vélo, si possible sur un modèle évidemment partagé, collectif, voilà, et plurifonctionnel. Parfait. Et donc peut-être pour terminer sur la présentation des différentes composantes du programme, comme le disait Mathieu, il y a dans ce programme l'ambition de pouvoir creuser, approfondir le sujet des besoins et des solutions d'assurance qui devraient être proposées aux entrepreneurs qui utilisent ce type de moyens de mobilité. C'est la slide suivante, Jonathan. Merci. Ouais, voilà. Merci. Constat étant fait qu'aujourd'hui, les solutions proposées ne sont pas du tout adaptées aux entrepreneurs. Il y a évidemment des solutions d'assurance qui se structurent, qui se développent, vu le développement et le boom des usages du vélo aujourd'hui, principalement par les particuliers. Mais les besoins et les problèmes spécifiques que les entrepreneurs rencontrent du fait de ces usages-là, ne sont pas du tout pris en compte par les assureurs. Donc, en particulier, il est quasiment impossible aujourd'hui pour un entrepreneur d'accéder à une assurance contre le dommage de son bien de mobilité, donc un tricycle ou un vélo équipé d'une remorque pour lequel il pourrait, par exemple, être victime d'un vol, d'un accident, d'un dommage majeur. Aujourd'hui, ce type de difficultés ne peuvent pas du tout être assurées. Aujourd'hui, les assureurs n'assurent pas non plus tout ce qui consiste en équipements ou aux biens qui pourraient être transportés par ces entrepreneurs pour leur activité. Quelqu'un qui fait par exemple de l'entretien d'espaces verts ou un plombier ou un électricien a vocation à déplacer sur ces chantiers et auprès de ses clients un minimum d'équipement. Bon, ce type d'équipement qui généralement est assez facilement assuré pour peu que les gens utilisent un véhicule, ne le sont pas du tout pour les personnes qui utiliseraient un vélo cargo. Et puis, il y a ensuite tout ce qui peut plus indirectement avoir un impact sur l'entrepreneur lui-même du fait de l'usage de ce type d'équipement qui l'expose un petit peu plus à certains types d'accidents en particulier et qui peut engager sa responsabilité au même titre qu'aujourd'hui, toute personne qui conduit un véhicule peut engager sa responsabilité vis-à-vis de tiers en cas d'accident. Donc, tous ces sujets-là qui sont très mal pris en compte par les assureurs parce que assez nouveaux et qui s'expriment encore assez peu, je dirais, en termes de grande masse. On a souhaité pouvoir les creuser dans le cadre de ce programme et donc on a déjà fait un travail assez approfondi auprès de plus d'une centaine d'entrepreneurs concernés pour mieux appréhender et mieux apprécier leur situation, leurs besoins. On a l'ambition et le souhait de pouvoir maintenant aborder un certain nombre d'acteurs du secteur de l'assurance pour voir comment, avec eux, des solutions ad hoc, adaptées, pourraient être développées. Voilà. Je crois, Mathieu, qu'on en a fini pour ce qui est de la présentation du programme. Pardon, excuse-moi. Effectivement, une mise en perspective très opérationnelle et très concrète. Mais... Voilà. Non, simplement dire qu'effectivement, on a la chance il y a Nathalie là-haut qui a la gentillesse d'être là pour témoigner, qui est passée par le dispositif. Donc, on va tout de suite lui laisser la parole. Et puis, on pourra répondre aux questions, soit par écrit. Et voilà. Bonjour Nathalie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez tous déjà?
Parfaitement bien. Bien. Parfait. Super. Bon, bah, moi, je suis Nathalie Lao et j'ai créé Lao Coffee, qui est un véritable café ambulant sur triporteur électrique. Et du coup, l'idée, c'est de sillonner la ville de Bordeaux et de distribuer des doses de bonheur sous forme de boissons à base de café du Laos, de thé, d'infusion, de chocolat, de sirop, d'épices, dans le respect de la nature et de l'humain. Et donc, j'ai fait le choix d'un triporteur électrique pour me déplacer dans la ville. Et pour l'instant, j'ai eu des emplacements par la mairie à des emplacements fixes, mais j'ai aussi la chance de pouvoir avoir une parcelle en itinérance. Et donc, l'idée, c'est vraiment que les personnes puissent m'arrêter à la volée. S'il vous plaît, je voudrais un café. Et j'ai commencé tout récemment. Je me suis vraiment placée sur mes emplacements il y a maintenant 3 mois. J'ai ramené le triporteur en janvier. Et c'est au début d'année aussi que j'ai participé à ma cyclo-entreprise, là où j'ai pu du coup rencontrer d'autres porteurs de projets ou entrepreneurs. Ça m'a aidé aussi à avoir pas mal de contacts au niveau des techniciens de vélo, etc. Parce que Bordeaux est une ville que je ne connais absolument pas, que je connaissais personne. Donc ça a été un sacré coup de pouce à ce niveau-là. Et j'ai également assisté à la réunion qui rassemblait les boîtes à vélo Bordeaux et la région à Bordeaux également. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières peut-être. Merci en tout cas Nathalie pour ce petit retour d'expérience. Et du coup, les liens qu'il y a eu avec le programme, en quoi réellement ça t'a aidé à développer ton entreprise sur Bordeaux? Moi, ce qui a été sympa, c'est que j'ai pu du coup rencontrer des porteurs de projets avec qui j'ai continué d'échanger. Et ça, je trouve que c'est quand même, c'est vachement aidant dans le sens où on se retrouve très vite seul dans l'entrepreneuriat en étant porteur de projet. Et du coup, on peut échanger des idées à ce niveau-là. Il y a une certaine dynamique qui se crée. Et en rejoignant notamment les boîtes à vélo, c'est quelque chose que je recherchais particulièrement. Et du coup, c'est une création de réseau qui se forme. Il y a aussi eu le côté, moi je connaissais aucun technicien, on va dire, de vélo sur Bordeaux parce que mon triporteur, je l'ai fait faire construire à Annecy, parce que je suis de Haute-Savoie à la base. Et ça a été l'occasion du coup d'avoir des conseils de Laure qui tient Madame Pancake, oui, d'avoir un retour d'expérience direct des personnes qui se sont déjà lancées. Donc ça, c'est aussi un bon plus, avoir aussi des contacts. La présidente aussi des boîtes à vélo qui a pu m'aiguiller sur des contacts dont j'avais besoin pour des emplacements, pour des événements, etc. Donc pour moi, ça a été surtout la force du réseau, particulièrement. Après, je me dis que j'aurais beaucoup aimé avoir eu toutes ces infos en amont. C'est vrai que j'étais moins renseignée à ce niveau-là, mais je ne savais pas à l'époque qu'il y avait, avant ma cycle-entreprise, avant d'intégrer les boîtes à vélo, qu'il y avait tout, déjà cette formation, qu'il y avait l'ADI, etc. Et je pense que c'est un sacré plus pour les porteurs de projets, qui est davantage d'accompagnement à ce niveau-là. Parce que je pense qu'on peut vite être perdu dans tout l'entrepreneuriat, dans toutes les démarches, etc. Alors, nous avons une première question de nos participants par Cyril Cointre qui demande comment est accueilli le projet Lao par les commerçants sédentaires. Sont-ils des clients de parcours effectués par le triporteur? Alors oui, j'ai eu des commerçants qui ont été clients et qui, au global, franchement, j'ai eu un très bon accueil de la part des citoyens, des passants. J'ai commencé du coup vraiment en mars et c'était quand les restaurateurs étaient encore fermés. Donc les gens étaient hyper contents de me retrouver. Les commerçants aussi comprenaient du coup la démarche, ils ont trouvé ça super. Après, je ne suis pas non plus placée à des endroits où je fais de la concurrence directe aux commerçants. Par exemple, sur Bordeaux, on a la rive droite et la rive gauche. Et donc la rive gauche, c'est la plus passante. C'est là où on va retrouver des bars et certains cafés. Et là, la mairie ne m'a pas vraiment autorisé d'y être pour l'instant. Du coup, je suis plutôt rive droite, là où il y a moins de monde, où il y a moins d'offres et où je peux plus librement effectuer mon activité.
Donc, je n'ai pas encore été confrontée réellement au commerçant sédentaire. Peut-être qu'il y aura quelque chose, je ne sais pas. Après, je me suis présentée à pas mal de cafés existants au sein de Bordeaux parce que j'ai envie de faire partie de cette communauté liée au café. Et je pense que ça dépend comment on l'amène. Le fait de se présenter, je trouve que c'est quand même mieux d'être dans l'échange, de bien de vouloir discuter avec les personnes sur lesquelles on se place, c'est aussi important. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais pour l'instant, pas encore eu de retour négatif, si vous voulez. Alors, nous avions Agnès de Beauregard qui avait aussi levé la main tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si c'était une erreur en appuyant sur le bouton ou non. C'était une erreur, a priori. Voilà, donc n'hésitez pas à vous aussi poser vos questions. Donc, soit lever la main pour que l'on vous donne la parole ou de converser sur le chat. Élise, je me permets de lire là un message de Sylvain. J'ai peur d'écorcher le nom de famille. Fagine. Bonjour, je porte un projet de cyclo-logistique sur Paris, terre d'envol 93 plus Roissy. Bien, venez nous voir, Sylvain. Venez voir les boîtes à vélo, éventuellement même. Alors vous êtes peut-être bien avancé dans le projet, mais donc ma cycle-entreprise, je ne sais pas si on pourra vous apporter une aide importante, mais peut-être que vous attendez aussi plus d'informations sur le second programme qui pourra aussi vous être utile. Mais en tout cas, on a beaucoup de logisticiens en boîte à vélo qui pourront vous conseiller, mais je pense que Bruno d'ailleurs pourra plus. Pardon, Bruno. Jérôme, pardon. Cucarolo pourra vous renseigner également. Parfait. Du coup, est-ce que vous avez encore l'une ou l'autre question? On arrive à la moitié du webinaire. On est dans les temps. Est-ce qu'on a encore 1 ou 2 minutes pour l'une ou l'autre question, éventuellement? Personne n'a pris... Ah, très bien, les coordonnées. Donc, merci en tout cas à Mathieu, à Nathalie, à Bruno également pour leur intervention. Et si vous le voulez bien, on peut passer donc, à la suite. Et je laisse la parole donc à Mauric et à Kitri. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok. Donc bonjour à tous et merci à Jonathan pour l'invitation pour le séminaire. Donc pour vous présenter le programme Colis Active, donc il s'agit d'un programme qui a pour objectif le soutien et le développement de la livraison écologique de colis sur le dernier kilomètre. Donc c'est de la livraison par mobilité active, donc par vélo, vélo assistance électrique et vélo cargo entre autres. C'est un programme qui a été co-conçu par la FUB, la Fédération des usagers de bicyclette, et Sonergia, qui ensemble ont fondé la société SoFub, qui gère la mise en œuvre opérationnelle du programme. Donc pour revenir sur... On peut peut-être passer à la slide suivante. Jonathan. Merci. Donc pour revenir sur le contexte dans lequel le programme a été conçu, les chiffres qu'évoquait Mathieu en introduction parlent d'eux-mêmes et donc retracent les 3 principales nuisances urbaines, à savoir la pollution atmosphérique, les nuisances sonores et la congestion et l'encombrement, qui sont par ailleurs largement alimentées par, avec le boom du e-commerce, l'essor des livraisons de colis à domicile, qui ont elles-mêmes été largement multipliées par avec le contexte, avec la crise sanitaire, les confinements successifs. Sachant que malheureusement, dans la grande majorité des cas, ces livraisons sont effectuées à domicile par véhicule thermique, par camionnette, alors que, on peut passer à la slide suivante. Alors même que la livraison thermique est plus polluante, plus brillante et plus encombrante. Et alors que, comme le disait aussi Mathieu dans l'introduction, c'est précisément ces trajets en zone urbaine, ceux qui sont de moins de 10 km, pour lesquels il y a la plus grande probabilité de basculer vers de la mobilité active.
qui, elle, est plus propre, plus discrète et décarbonée, sachant qu'en plus, les livreurs vélo en zone urbaine dense et en livraison en tournée sont plus efficaces que leurs concurrents motorisés parce qu'ils circulent et ils ont la capacité de circuler et se garer plus facilement et ont des temps de trajet plus précis. Donc, au moment de la conception du programme, on s'est intéressé à savoir pourquoi est-ce que c'était cette livraison thermique qui était toujours largement privilégiée par les transporteurs-chargeurs. Et donc, en mettant autour de la table plusieurs acteurs de la logistique urbaine et les cyclologisticiens, on s'est rendu compte que le principal argument en faveur de la livraison thermique, c'était le coût, qui était plus bas chez la livraison thermique que la livraison active. Mais cette différence de coût, en fait, découle directement aussi de la densité de volume de colis confiés, qui est encore trop faible pour les cyclolivreurs. On peut passer à la slide suivante. Donc, cette différence de coût entre la livraison active et thermique est principalement due à une gestion différente des flux de colis. Parce que, d'une part, parce que la cyclogistique étant encore à ses débuts, elle ne peut pas bénéficier de densités de tournée aussi élevées que les concurrents motorisés. Et donc, ça ne permet pas d'avoir autant de gains opérationnels et d'économies d'échelle. Et aussi, d'autre part, parce que les livreurs vélos font face à deux principales contraintes qui sont, en premier lieu, une capacité d'emport qui est moindre comparée à celle des camionnettes, avec une nécessité de recharge, en l'occurrence, de quasiment toutes les 2 à 4 heures. Et ensuite, la deuxième grande contrainte, c'est la rupture de charge supplémentaire qui nécessite de passer par un ELU, un entrepôt de logistique urbaine, qui pose donc la question assez problématique du coût très élevé du foncier en centre-ville. Donc, l'ensemble de ces contraintes, ça engendre des surcoûts pour ces livreurs vélos qui donc font qu'ils ont des tarifs plus élevés et donc moins attractifs et moins avantageux pour les transporteurs. C'est donc dans ce contexte que l'objectif de Colis-Active est de verser une prime. Le but, c'est de verser cette prime aux opérateurs de livraison pour chaque colis livré à vélo. Et une fois que les opérateurs de livraison ont touché la prime, ils doivent par la suite la déduire de leur facture à leur transporteur. Le but, donc, c'est de déclencher un cercle vertueux. Et c'est que grâce à cette prime, les prix des livreurs puissent diminuer et être plus compétitifs. Donc, les transporteurs, face à cette diminution des prix, sont plus incités à leur fournir davantage à leur confier davantage de volume de colis à livrer. Et ce qui permettrait sur le long terme d'avoir une diminution du prix qui leur permettrait d'être suffisamment compétitifs face à la livraison thermique. L'objectif, bien sûr, ce n'est pas de mettre la filière sous perfusion et de créer un effet de dépendance. Donc, c'est bien d'amorcer la filière et de densifier les livraisons sur le long terme. Donc, la prime, pour information, elle est fixée au tout début du programme à 2 € par point de livraison. Elle est capée à 10 € par heure. Et après, elle dégraisse tout au long des différentes phases du programme. Merci. Merci. Donc, le programme est développé actuellement sur 4 territoires pilotes. On en a un 5e qui vient d'être sélectionné, sur lequel on est en train de dérouler l'étude approfondie du territoire pour voir dans quel périmètre géographique il sera déployé. Les 4 premiers qui ont été sélectionnés en fin 2020, c'était Angers, Reims, Grenoble et plusieurs communes de Paris-Marne-les-Bois. Et là, comme vous avez certainement dû en entendre parler, la ministre Barbara Pompili a annoncé au début du mois son plan national pour la cyclo-logistique qui inclut une extension du programme Colis-Active à partir de cet été à l'ensemble des territoires qui se situent déjà en ZFE ou qui ont projet d'en mettre une en place en courant 2021. Donc ça, ce sera pour l'extension. Ouais. Pour la slide, je vais passer la parole à Amaury pour les 2 dernières parties de la présentation sur la plateforme Colis-Active d'une part et les avantages de participation au programme. Merci. Bonjour. Oui, juste pour revenir sur la slide précédente, si c'est possible. Donc, on n'a pas encore exactement les règles du jeu de l'extension sur toute la ZFE pour les territoires qui voudraient rejoindre le programme finalement un peu en cours de route.
Ceci dit, globalement, ce serait sur une logique similaire au programme actuel, donc pour les programmes pilotes, pour les territoires pilotes. Donc, il y aurait une participation financée par les C2E et le solde serait apporté par la collectivité elle-même. Et aujourd'hui, juste pour le 5e territoire qui n'a pas été nommé, c'était Lyon. Ah bah si, mais il est écrit sur la slide, donc c'est parfait. Et j'en profite aussi pour vous donner un ordre d'idée du coût, parce que c'est important de savoir combien ça peut coûter d'accélérer le développement de la cyclo-logistique sur son territoire. Aujourd'hui, on a des estimations qui sont de l'ordre de 3,80 € par habitant sur la zone géographique du territoire sélectionné, parce que ce ne sera pas forcément l'entièreté du territoire. Ce n'est pas toujours pertinent. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de l'étude préalable, c'est de définir la partie vraiment intéressante du territoire où déployer le programme. Mais donc voilà, le 3,80 €, c'est le budget total, sachant qu'il est probable qu'il reste, en fonction encore des règles du jeu qui sont en cours de définition et d'échange au sein du ministère de la Transition écologique, ça devrait laisser entre 1 € et 2 € de participation du territoire par habitant, sachant que c'est sur toute la durée du programme, hein, donc c'est sur 3 ans. Donc si on ramène au budget par an, voilà, ça reste ça reste très raisonnable quand on voit déjà l'intérêt que ça a pu avoir, notamment à Angers. En quelques mois, on a dépassé les plus de 200 000 colis livrés par les cycles logistiques. Donc l'impact a été assez bon. Il faut dire qu'Angers était assez en avance sur le sujet, mais c'était particulièrement intéressant. Et nous, ça nous a fait plaisir parce qu'on s'est beaucoup investi sur ce programme et de voir que ça prenait aussi bien. Alors, la technologie, oui, la partie data est vraiment au cœur du programme parce qu'on ne verse la prime que si on a vérifié que la livraison était faite à vélo. Et ça, on le vérifie en récupérant en fait les données de géolocalisation des livreurs et en les analysant avec un algorithme qui permet de définir le mode de livraison, de compter le nombre de colis et aussi le nombre de points, parce que la prime est par points, et de déterminer aussi le temps de livraison, puisqu'on a voulu que la prime soit la plus juste possible, et donc la caper en fonction du temps de livraison. Donc dans un premier temps, c'est 10 € par heure. Mais après, selon les zones géographiques, puisqu'on analyse la densité de livraison par zone, on peut baisser ce capage horaire de manière à ce que ce soit le plus juste possible et que ça aide au début l'amorçage, s'il n'y a pas du tout de cycle logistique sur votre territoire. Et ensuite, donc l'amorçage souvent en centre-ville, c'est le plus simple. Et c'est là où les transporteurs vont le plus vite. En tout cas, ce sont les endroits qui sont attaqués les plus en priorité. Et ensuite, d'essayer en fait par ce jeu de primes qui est par zone géographique au sein de votre territoire, d'aller attirer du flux de colis sur l'ensemble du territoire jusqu'à même la limite parfois, tant qu'on reste en dessous d'une densité qui est de l'ordre de 2200 habitants par kilomètre carré. Voilà, pour vous donner des ordres d'idées. Et donc, nous, on analyse ces données pour pouvoir calculer la prime, aussi pour pouvoir vous transmettre quelque chose qui peut vous servir dans votre politique sur l'aspect mobilité. C'est la cartographie on appelle ça les points de chaleur, c'est la cartographie des densités de livraison, qui vont permettre, si un jour vous voulez, par exemple, mettre à disposition un peu de foncier pour créer un entrepôt de logistique urbain partagé, qui aiderait beaucoup le déploiement et l'accélération du déploiement de la cyclo-logistique sur votre territoire, et vous allez pouvoir vous inspirer de ces cartographies pour vous dire, tiens, si on le met là, ça a vraiment du sens, parce qu'il y a énormément de livraisons sur cette zone-là. Il y a aussi une cartographie des flux, là, qui est plus pour la partie infrastructure type piste cyclable. Parce que quand le jour où vous aurez beaucoup de vélos cargo qui passeront sur vos pistes cyclables, il faudra poser des questions sur est-ce qu'on en fait des nouvelles, est-ce qu'on en adapte certaines ou autres. Enfin bref, à mon avis, on est vraiment dans une période peut-être pas de révolution, mais en tout cas vraiment de transition très forte sur le secteur du vélo et de la cyclo-logistique. Alors, on parle de blockchain. Alors là, les gens se disent, mais oui, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Alors là, non, c'est une éco-blockchain, donc une blockchain basse consommation. Elle est juste là pour s'assurer en fait que les données qu'on a utilisées pour déterminer le mode de livraison ne sont pas altérées dans le temps.
Et on stocke juste une empreinte de ces données-là. Donc vraiment, on stocke une quantité minime d'informations, parce que le stockage consomme énormément d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a voulu minimiser le volume d'informations stockées. Et elle est sur un protocole qui n'est pas du tout celui du Bitcoin, par exemple, qui implique beaucoup de forces de calcul très, très énergivores. C'est juste basé en fait sur on réplique ces informations à différents endroits, plein d'endroits différents même, et on va pouvoir vérifier que les informations sont toujours les bonnes parce que ce seront les mêmes partout. Enfin, voilà, c'était juste un petit mot sur l'éco-blockchain qui est assez intéressante et qui se déploie de plus en plus sur les territoires, sur des logiques de preuve d'impact. Donc voilà, on l'a embarqué dans le programme et c'est plutôt intéressant. On est vraiment au balbutiement là parce que on met en place vraiment la blockchain que d'ici la fin de l'année. Mais c'est vraiment, on a un partenaire qui est spécialisé là-dedans, qui est déjà prêt, qui attend juste qu'on appuie sur le bouton sur ce point-là. Voilà pour cette slide pour moi. Alors, nous avons, si je peux me permettre, avant de passer à la suite, une petite question de Cyril Cointre à nouveau, où il me semble que ça n'a pas été tout à fait répondu. C'est: la livraison est à la direction des particuliers et ou des commerçants? Les deux. Voilà, mais en revanche, uniquement les livraisons. Alors, le programme financé par les C2E, donc le programme Colis Active, uniquement pour les colis dits secs, c'est-à-dire que on n'intègre pas tout ce qui est livraison de repas et tout ce qui est livraison de nourriture en général. À savoir, bon à savoir, certains territoires qui font partie des territoires pilotes veulent que l'on étende Colis Active, mais uniquement sur leur denier, pour le coup, à la livraison des restaurateurs en produits frais, parce qu'ils disent que voilà, ils réouvrent après une période assez compliquée. À mon avis, ils sont encore dans une période compliquée. Ils ont dit, nous, on a envie de les aider et aussi les aider à avoir un impact positif dans leur activité, sur l'environnement. Et donc, on aimerait que Colis Active prenne en charge le surcoût de la livraison, de la cyclo-logistique pour les produits frais auprès des restaurateurs. Il y a une autre collectivité, elle, qui aimerait inciter Monoprix, pour ne pas les citer, et une autre enseigne sur son territoire, à livrer également en vélo. Ils le font déjà dans le centre parisien, mais ils aimeraient, ils ne sont pas dans le centre parisien, ils aimeraient qu'ils se mettent à le faire sur leur commune. Et donc, pareil, ils aimeraient Colis Active. Donc voilà, donc c'est plutôt Colis sur la partie existante du programme, mais le programme permet quand même de faire des extensions si les collectivités souhaitent le faire et souhaitent investir sur le sujet. Voilà. Je ne sais pas si j'ai... Et donc aussi bien les particuliers que les entreprises, en termes de destination de colis. L'objectif, c'est évidemment de réduire les nuisances en centre-ville, améliorer le service parce que les time slots, les créneaux horaires sont davantage respectés parce qu'il y a moins d'aléas liés à la circulation. Le reporting dont j'ai pu vous parler sur les cartographies notamment, avoir des chiffres concrets sur lesquels communiquer par rapport à l'investissement qui a pu être fait par la collectivité sur la cyclo-logistique, le fait d'avoir des chiffres pour pouvoir dire voilà où on en est, combien de colis, comment, c'est toujours intéressant. Et puis de pouvoir suivre aussi dans le temps le déploiement sur l'ensemble du territoire de la cyclo-logistique. Alors, la labellisation territoire pour une livraison propre, donc on est en train de la mettre en place. C'est déjà bien avancé. C'est encore une fois un moyen pour le territoire de communiquer sur son investissement auprès dans le sens de la cyclo-logistique. Et globalement, l'objectif du programme, c'est vraiment juste d'amorcer la pompe, quoi. C'est juste de dire, on a besoin d'un peu plus de flux de colis pour compenser le surcoût lié surtout à la rupture de charge, le fait d'avoir un stop en plus même pour la poste. C'est pas évident à organiser d'avoir un stop en plus en ville parce qu'on passe par la cyclo-logistique. Donc c'est vraiment juste mettre le pied à l'étrier de tout le monde
Et une fois que l'environnement est mis en place, une fois qu'on a des entrepôts, du foncier en centre-ville, qu'il y a du flux de colis, en réalité, la cyclogistique, économiquement, elle est, dans pas mal d'arrondissements de Paris, en tout cas, elle est déjà beaucoup plus avantageuse que la camionnette, mais c'est le cas dans énormément de villes. Voilà, il y a juste besoin d'amorcer la pompe et derrière, ça va suivre. C'est vraiment juste un environnement favorable et un écosystème propice qu'il faut mettre en place. Et au bout de 2-3 ans, ça va clairement prendre, si je puis utiliser cette expression. Donc, vous pouvez vraiment être acteur et faire gagner du temps au développement de la cyclogistique sur votre territoire. Et je pense que Collective est vraiment un bon outil pour ça, tout à fait complémentaire de ce que des boîtes à vélo, hein, mais le fait d'amorcer, d'avoir cette petite aide ciblée, efficiente, aide la filière, clairement. Et toute la filière, parce que ce sont les transporteurs-chargeurs qui confient les colis, ce sont les entreprises de logistique du dernier kilomètre. Enfin, c'est vraiment toute la chaîne qui doit être incitée. Et on parle souvent dernier kilomètre, mais le premier kilomètre est aussi important que le dernier kilomètre. Et l'idéal, c'est même de réussir à coupler les deux, puis qu'il y ait des livraisons qui soient faites en même temps qu'il y ait des enlèvements, comme ça existe déjà. Mais voilà, après, on rentre vraiment dans un cercle vertueux. Et je vais laisser Jérôme témoigner, puisqu'il bénéficie déjà du programme à Grenoble. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'intervenir ici. Non pas de la société Rex, qui est à Marseille, si je ne me trompe pas, mais bien de Tout en vélo à Grenoble, une société qui a été fondée en 2016 par mon premier associé et moi-même. Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est rentré dans le local. Voilà, vous êtes en direct de Tout en vélo. On est aujourd'hui 6 salariés pour 5 ETP. C'est en pleine croissance et ça se passe très bien. Concernant le réseau Tout en vélo, j'en suis également on a fondé une SIC qui gère le réseau de tous les Tout en vélo de France, son développement et toute la partie production et commercialisation de nos remorques. Donc la remorque que vous voyez derrière moi sur la photo est une remorque made in Rennes, en Bretagne. On fabrique notre propre matériel et donc j'assure la présidence du conseil de surveillance de cette belle et jeune entreprise. Concernant le programme Colis Active, j'en avais pris connaissance à la base via la FUB et je dois dire que j'avais été assez rapidement séduit par l'idée du programme, notamment par rapport au territoire de Grenoble qui, malgré sa réputation de territoire hyper vélo, qui souffre de pas mal de handicaps question cyclologistique. Alors, ce n'est pas le relief, parce que c'est très très plat, mais c'est que les centres de collines, ils sont assez éloignés du centre-ville, mais en même temps, ils sont dans la banlieue proche. C'est trop loin pour du vélo, mais c'est trop près pour rajouter une rupture de charge. Et c'est pour ça que moi, ça m'avait paru vraiment essentiel que Grenoble participe à ce programme. Et c'est dans ce but que j'avais à la fois contacté en tant qu'entreprise les porteurs de projets qui était encore le projet Colis Active et au moment des études préliminaires. Et également, j'avais beaucoup poussé du côté ce qui était à l'époque le syndicat mixte de transport en commun, qui est devenu le syndicat des mobilités de l'agglomération de l'aire urbaine grenobloise, qui a d'ailleurs signé son engagement financier, si je ne me trompe pas, il y a tout juste une semaine, pour 300 000 euros, si je l'ai de tête, donc ce qui correspond aux sommes qui ont été avancées tout à l'heure, de à peu près 1 euro par habitant. Voilà. J'ai entendu ce truc sur l'effet d'aubaine pour les donneurs d'ordre sur Colis Active. Nous, la stratégie par rapport à ça, c'est qu'on continue de négocier les prix comme on les aurait vendus normalement. Et justement,
c'est assez cohérent avec l'esprit de Collier Active, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un amorçage de la pompe et pas sur un effet d'aubaine pour le transporteur et donc des contrats qui prendront fin, en tout cas on l'espère, mais je pense qu'on travaille suffisamment bien, qui prendront fin avec le programme. D'autant plus qu'il y a un réel intérêt maintenant, notamment avec l'extension du plateau piéton à Grenoble, la mise en place de la ZFE qui arrive à grands pas pour de la logistique propre. Voilà, je vais laisser du temps aux questions parce que sinon je pourrais meubler, mais je suis pas sûr que ce serait super intéressant. Donc je vais répondre à vos questions si vous en avez. Alors peut-être dans un premier temps, on a des questions un petit peu plus générales aussi sur le programme. Alors la première de Méritite Béliard qui pose des questions sur les conditions d'éligibilité et de sélection au programme. Donc comment se fait le choix des entreprises de cyclo-logistique pour ce programme? Amoury Guina, ouais, je vais répondre à cette question. Donc on ne choisit pas les entreprises, elles sont toutes les bienvenues. On les conventionne en revanche, donc voilà, il y a une phase de contractualisation assez classique. En revanche, pour que vos clients puissent bénéficier de la déduction de primes sur leur facture, il faut qu'ils vous confient un minimum de colis par mois. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 200. Chiffre à vérifier, mais qui trie si par hasard, si tu ne dis rien, c'est que ça doit être à peu près ça. Nous, en tout cas, on les opère largement. Oui, je confirme, c'est 200. Donc, une question supplémentaire, alors je ne sais pas s'ils font partie de la même famille, mais donc de Lucas Béliard qui pose des questions sur les infrastructures. Donc concernant les infrastructures, un gros triporteur, quadriporteur ou vélo-remorque peuvent-ils vraiment passer sur piste cyclable? La route n'est-elle pas plus adaptée? Et n'y a-t-il pas beaucoup de flou juridique concernant le choix de la route? C'est une question pour moi, ça. Hein. Si je ne me trompe pas. Je crois que Mathieu voulait répondre. Non, mais sur la partie technique, je laisse volontiers la parole à Jérôme. J'allais l'inviter parce qu'il est plus compétent que moi. Je pourrais peut-être rajouter quelque chose sur le flou juridique, puisqu'on travaille dessus. Jérôme, je t'en prie. Oui. Non, j'allais confirmer qu'effectivement, il y a un flou juridique dans lequel tout le monde s'engouffre, mais tu en parleras. Ouais, en fait, il y a un vrai enjeu. Le flou juridique, il permet de construire ce que j'appelle des monstres, en fait. On pourrait construire des trucs absolument énormes. Et aujourd'hui, la plupart des constructeurs restent relativement raisonnables. Chez Tout en Vélo, on est une des entreprises qui fournit le matériel qui permet de porter le plus gros et le plus lourd. On est parmi ceux qui font le matériel le plus imposant. On peut monter jusqu'à 1,4 m3 et 250 kg de charge utile en colis, donc sur du fermé. On peut monter jusqu'à 300 sur du plateau. Et il y a un truc auquel on fait bien attention, c'est la largeur des véhicules pour que justement ils puissent continuer à passer entre les potelets, qui normalement doivent être espacés de 1,20 m dimension intérieure. En vrai, des fois, c'est pas tout à fait respecté. Mais en tout cas, nous, le matériel ne dépasse jamais 1,10 m hors tout. Donc en fait, ça nous permet de passer, n'importe où. Et là où il y a la seule chose où on est en difficulté par rapport à du vélo pas cargo, du vélo classique, c'est vraiment les remontées de fil ou les trucs où vraiment c'est trop étroit et là où le vélo peut se faufiler au feu rouge. Mais à part ça, on est aussi rapide quasiment qu'un vélo classique. Pour compléter, on n'a pas encore beaucoup de quadriporteurs en France. Et le problème, effectivement, après, effectivement, les aménagements cyclables doivent se faire maintenant aussi pour les activités professionnelles à vélo. Je le dis ici, il y aurait des collectivités présentes. C'est extrêmement important
comment dire, non seulement de se mettre à bien aménager en général pour le vélo et les trajets domicile-travail, mais de prendre en compte dès maintenant, tout de suite dans les aménagements, la question des travailleurs à vélo et des convois un peu importants. Et comme l'a précisé Jérôme, les constructeurs, qui sont la plupart du temps des gens assez intelligents, dimensionnent leurs équipements pour qu'ils soient compatibles avec les aménagements existants. Néanmoins, c'est vrai que, notamment pour ce qui est de tous les aménagements des virages, si vous faites des chicanes trop serrées et que vous avez un attelage vélo-remorque ou vélo-cargo plus remorque, ça peut poser des problèmes. Enfin, moi, je suis à Paris et je sais qu'il y a des endroits où même déjà à vélo, vous faites attention au moment où vous prenez la chicane. Donc, voilà. Et le flou juridique, il provient du fait que en fait, le vélo cargo n'est pas défini dans le code de la route. Il y a le cycle qui est défini, donc qui est un engin à propulsion musculaire, et l'association Les Boîtes à Vélo travaille actuellement sur cette question à travers les amendements sur la loi de lutte contre le dérèglement climatique qui est en discussion au Parlement actuellement, enfin plus précisément au Sénat. Et donc, on demande aux parlementaires et au gouvernement de modifier les dispositions et d'introduire l'existence juridique du vélo cargo. On a proposé une définition qui est déjà utilisée par l'ADEME actuellement pour ces appels à projets, donc on est assez actif là-dessus. L'idée, c'est effectivement comme dit Jérôme, il ne s'agit pas de fabriquer des monstres, il s'agit de rester sur du vélo propulsable à l'énergie musculaire, éventuellement assisté électriquement. Et encore, dans notre association, il y en a qui sont un peu puristes. Voilà. Et en même temps, de pouvoir opérer des transports de charge qui, vous le voyez quand même, atteignent des poids qui sont loin d'être négligeables, quoi. Comme l'a bien expliqué Jérôme. Je ne sais pas si on a correctement répondu, Monsieur Béliard, à votre question. La route n'est pas plus adaptée. Il vaudrait mieux que le vélo ait ses propres infrastructures cyclables séparées. À tout point de vue, c'est plus souhaitable. Voilà. C'est ce que je peux dire. Je fais un pas de côté boîte à vélo Grenoble, que j'ai l'honneur de coprésider avec Gloria Leroy des vélos taxis. Nous, c'est une parole qu'on porte très très régulièrement auprès des décideurs publics sur comment je dirais ça, parce que c'est pas cyclabilité, mais disons que l'usage en vélo cargo, de penser le vélo cargo dans les constructions d'infrastructures, notamment parce que ça ne concerne pas que 10-15 entreprises ou 20 ou 25 qu'il peut y avoir sur le territoire, mais ça commence à concerner un certain nombre de particuliers et spécifiquement le transport d'enfants. Donc il y a un vrai enjeu, de sécurité là-dessus. Parenthèse refermée. Donc, pour continuer sur les questions de Monsieur Béliard, donc quels sont les avantages, vous avez déjà touché du doigt des réponses à cette question, donc quels sont les avantages d'un vélo par rapport à un véhicule utilitaire léger électrique? On est beaucoup plus rapide, vraiment. On est vraiment beaucoup plus rapide. Moi, j'ai l'habitude, je peux pas j'ai jamais fait de mesure au sens scientifique du terme, mais j'ai pour habitude de dire qu'il y a un gradient entre plus c'est dense, mieux ça marche. Plus on est dans le centre urbain, plus c'est piéton, plus la différence en faveur du vélo elle fonctionne. Plus on s'éloigne du centre urbain, plus les routes elles sont larges, moins la circulation elle est dense, moins l'avantage du vélo est significatif. Même si on peut quand même, on peut garder un avantage quand on combine les deux espaces, avoir une, deux, trois, enfin quelques livraisons qui sont hors de notre zone optimale d'activité. On garde quand même au global un avantage sur le véhicule que j'appellerais classique. Jérôme, tu peux préciser éventuellement en termes de rayon d'action quelle est la différence?
en fonction des villes, entre 3, franchement très très efficace, entre 3 et 5 km autour du hub, efficace jusqu'à entre 7 et 10. Là, je vous le dis vraiment au doigt mouillé. Hein. On peut rajouter à la réponse de Jérôme, qui est la réponse opérationnelle du travailleur à vélo, une réponse plus plaidoyer, hein, c'est l'empreinte écologique globale du véhicule et son empreinte sur l'espace public. Donc un véhicule électrique, la quantité de lithium et la taille de la batterie par rapport au poids transporté est plusieurs dizaines de fois moins bonne que le matériau total utilisé par le vélo par rapport au poids transporté. Voilà, c'est 30 ou 40 le rapport, je crois. C'est un à 10, moi, au moins, au minimum. Certes, les vélos cargo sont équipés de batteries électriques, mais la taille de la batterie par rapport, vous avez entendu tout à l'heure qu'on pouvait tracter jusqu'à 300 kg sous un certain format sur un plateau. C'est des choses qui sont, c'est pas du tout du fantasme, hein, ça se pratique très régulièrement dans nos villes aujourd'hui parmi nos adhérents logisticiens. Bon, et voilà, quand vous prenez la taille d'une batterie électrique d'un VUL, elle est tout à fait considérable, et donc les questions de recyclage et d'empreinte écologique globale, en fait, il faudrait un jour qu'on ait je ne sais pas s'il existe déjà ce calcul global du véhicule rapporté à la charge transportée ou au service rendu. Bon, il n'y a pas photo, quoi. Et je pense que c'est des éléments qui sont extrêmement importants à tout point de vue pour nos sociétés. Alors, merci pour ces réponses. Alors, Monsieur Béliard, j'ai bien noté votre question supplémentaire, mais on va d'abord passer la parole aux autres participants qui ont aussi des questions. Donc, je vais passer maintenant à la question de Sylvain. Alors, je vais aussi éviter d'écorcher son nom de famille. Quels sont les grands freins qui sont exprimés par les chargeurs en matière de cyclo-logistique? Le prix, je dirais. Ça, c'est le premier truc, mais c'est un peu comme le coût, c'est un peu comme le coût estimé, le coût réel de l'usage d'un véhicule individuel. Il y a pas mal de fausses idées à ce sujet, et en général, on va pas jusqu'au bout du processus de calcul coût-bénéfice sur du passage au vélo. Moi, j'en vois deux autres de freins. Le deuxième, c'est évidemment la question de la rupture de charge en termes ça rejoint un peu la question du coût, mais pas totalement. Ça veut dire qu'on ajoute un niveau de complexité dans la logistique qui est déjà un truc assez complexe, notamment la logistique colis. Et j'en vois un troisième, c'est en fait les relations, la durabilité des relations aux sous-traitants, et que en fait les sous-traitants, eux, ne souhaitent vraiment pas passer vers la cyclo-logistique. Donc ça veut dire changer de partenaire sur des relations qui sont installées depuis 10, 15, 20 ans, parfois plus, et je peux comprendre qu'il y a des difficultés là-dessus. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant aux questions de Jonathan Gachen, un petit peu plus précise sur Colis-Active. Donc, la prime est-elle versée mensuellement, par trimestre? Voilà. À quelle fréquence est-ce que la prime est versée? Et ensuite, comment est-ce que les données sont collectées sur les trajets? Est-ce que c'est par GPS, via une application, par exemple? Alors oui, c'est mensuel. Ça peut être trimestriel, ceci dit, si pour des questions administratives, ça vous arrange de le faire que trimestriellement. Mais nous, on est organisé pour le faire mensuellement en termes de gestion de flux. Au niveau de la collecte des données, il y a deux manières. Soit c'est transmis en flux tendu grâce à une passerelle qui est faite avec l'API. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous maîtrisez le sujet, mais en gros, c'est un pont entre l'application de vos livreurs et notre système informatique qui nous permet d'avoir les données régulièrement, au moins de manière journalière. Soit vous nous transmettez un fichier avec la totalité des données dont on a besoin à la fin du mois. Ça dépend un peu de la manière dont vous êtes organisé. Parfois, vous avez aussi le TMS d'un de vos clients
Il y a certaines filiales de la Poste, par exemple, qui ont leur propre TMS et qui les imposent. Enfin, il y a différentes manières de fonctionner, mais on a une équipe technique qui est dédiée à ça et à faciliter le fait que les informations soient bien transmises. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, on va pouvoir revenir maintenant sur les questions de M. Belliard. Donc, concernant les ruptures de charges supplémentaires, d'autres modèles logistiques sont-ils à l'étude en France, du style hub mobile? Et donc, à joindre avec la question de Meredith Belliard cette fois-ci, quelle est la forme la plus courante des hubs urbains, bâtiments, conteneurs? Alors, sur les autres modes en cours d'expérimentation, oui, les hubs mobiles, mais ça fait, j'ai envie de parler presque de décennies que les gens réfléchissent aux hubs mobiles. Il y a 2 expérimentations en cours dont j'ai entendu parler. La première, c'est une entreprise qui est plutôt spécialisée en livraison de repas et qui fait plutôt des courses, mais qui a une petite partie de son activité qui est en colis, qui est une filiale de la Poste, qui s'appelle Stuart et qui fait un test en ce moment sur des hubs mobiles. Et après, il y a un programme dont j'ai entendu parler qui s'appelle Square Mile, qui est aussi en partenariat avec la Poste, mais pour le coup, c'est pas une filiale de la Poste, une société qui s'appelle, je crois, IA Cargo, qui, eux, essayent de développer une IA, donc une intelligence artificielle, qui permet de gérer au mieux les flottes de livreurs qui sont autour du hub mobile. C'est très, très expérimental et très amont, mais c'est assez intéressant de voir le... Mathieu, tu as peut-être d'autres références. Non, je complète simplement ta réponse pour être... en fait, Square Miles est le nom de l'entreprise. IA Cargo est un de leurs partenaires sur la partie, comme tu dis, logiciel, intelligence du dispositif. Donc Square Miles, c'est la startup qui essaye de développer. Ils nous avaient contactés parmi plein d'autres partenaires pour tester leur solution. Je pense qu'on a certains de nos adhérents, je crois, qui sont en cours qui participent à certaines expérimentations, mais je ne suis pas au courant de tout. Voilà, IA Cargo est un labo de recherche, je crois, ou un institut qui participe à la partie logicielle, qui optimise, qui sont un peu comme des logiciels d'optimisation de courses, tels que les utilisent les logisticiens, mais en rajoutant cette brique qui est le hub mobile, qui est lui-même, voilà. Donc ça doit à la complexité, comme disait Jérôme tout à l'heure, originelle de la logistique. Là, on est dans des degrés sans cesse encore plus complexes, quoi. Et après, il y a le fluvial, je pense, qui est... Alors nous, c'est amusant, la ville de Cergy nous a demandé, même au-delà de la ville, un peu, l'agglomération, nous a demandé de faire une étude sur le fait d'avoir des hubs mobiles, mais fluviaux. Enfin, finalement, et je pense qu'il y a vraiment une intermodalité à étudier qu'on a toujours étudié en fait historiquement depuis des siècles, et on est un peu en train de revenir, je trouve, sur ces bonnes bases. La société à Strasbourg qui fait du combiné. Vous avez peut-être suivi la fameuse polémique des transports des pavés. Il y a une société à Strasbourg qui fait ça, et à Paris, il y a Fluidis qui fait aussi du combiné. Qui est aussi adhérent. Nous, à Grenoble, on ne fera pas du transport combiné. L'hiver, c'est pas navigable. Non, à Paris, effectivement, Fluidis. En kayak, peut-être. Fluidis a un bateau, un dispositif qui était expérimental depuis 1 an, qui est une péniche électrique et qui prend son fret à Gennevilliers. Et le temps d'arriver sur Paris, ça leur permet de préparer des commandes directement sur des triporteurs spécifiques qui sont ensuite grutés sur le quai et qui opèrent leur livraison, leur tournée dans Paris et sont récupérés en bout de course par le bateau. Donc, et je crois qu'à Grenoble aussi, il y a un projet similaire qui est à l'étude sur la Garonne, mais je ne sais pas plus. Toulouse aussi? Non, c'est la Garonne. La Garonne ne passe pas encore à Grenoble, mais on va lui demander de faire un petit détour. Non, c'est à Toulouse. C'est Toulouse où. Attends, alors c'est la Gironde qui. C'est la Gironde. Bordeaux alors. À Bordeaux. À Bordeaux, pardon, j'ai dit quoi? Grenoble. T'as dit Grenoble. Oh là là, pardon, oui. À Bordeaux, excusez-moi. J'ai trop de villes.
Merci. Donc, on a pu voir plusieurs expérimentations, du coup. Et donc, pour revenir sur la question de Meredith Béliard, donc, quelle est la forme la plus courante des hubs urbains aujourd'hui, si vous avez une idée d'ordre de grandeur? Est-ce que c'est plutôt des bâtiments ou des containers? En vélo, c'est des hangars, globalement. Des hangars de quelques centaines entre le alors on peut pas, bon, je ne vais pas parler de urbain pour un garage box. On va être guillemets. Mais en gros, ça part de quelques dizaines de mètres carrés à quelques centaines, en gros, pour dire très simplement. C'est surtout des hangars avec des bureaux. À ma connaissance, il existe encore pas grand-chose de vraiment très optimisé et spécifique vélo. Il y en a pas en France en tout cas. Il y a DHL qui a fait des expérimentations, mais je crains que ça aille pas bien au-delà aux Pays-Bas sur de la logistique, là aussi fluviale, qui redescend directement sur le vélo dans les mêmes micro-conteneurs. Donc un truc assez intéressant, mais ils ne le développent pas ailleurs, donc je serais assez curieux de le voir de près. Et ouais, non, à ma connaissance, il n'y a que ça. Je ne sais pas si Amaurik ou Mathieu, vous avez d'autres exemples. Pour DHL, c'est bien que tu parles de DHL, parce que j'ai pensé à ça tout de suite. Eux, ils ont des sous-traitants qui prennent des parkings d'hôtels ou autres et qui sont couverts quand même et qui arrivent en fait à faire cette distribution-là dans des parkings. Donc finalement, il ne suffit de pas grand-chose. Ouais. Non, c'est Oui, vrai. à Paris aussi. Parfois. Il y a une expérimentation à Beaugrenelle d'utilisation d'espaces délaissés, parce qu'effectivement, il paraît qu'il y a de plus en plus de place dans les parkings souterrains. Mais c'est moyennement adapté au vélo. Si à on a Grenoble, il y a une... Excuse-moi Mathieu, vas-y. Non, vas-y. C'est à cause du décalage, j'ai l'impression que tu parlais plus. À Grenoble, il y a actuellement un appel à manifestation d'intérêt auquel on est en train de répondre sur du hub logistique urbain avec un parking souterrain juste à proximité. Donc on a fait sans dévoiler tout notre dossier parce que c'est quand même concurrentiel. On a fait quelques propositions sur l'usage du parking souterrain à côté, mais du coup plus sur le stockage de véhicules que sur la marchandise elle-même, parce que il y a un problème de pente avec les parkings s'ils sont pas de plein pied. Et du coup on vous tiendra au courant de ce qu'on en fait si notre projet est sélectionné. En tout cas, on en fera un hub Collier Active, évidemment. Alors, il me semble qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Il y avait Hélène Martinet qui demandait quels étaient les contacts pour le programme Alvéole. Donc, on a pu vous répondre directement sur le chat avec différents numéros de téléphone et adresses mail. Je vais laisser un petit moment supplémentaire si nos participants ont plus de questions. Il n'y a pas de questions, mais en tout cas, je vous remercie pour cette rencontre. C'est toujours un plaisir de parler de programmes d'abord de notre activité, parce qu'on aime bien ce qu'on fait. Et puis de programmes qui marchent comme Collier Active, c'est toujours un plaisir. Donc, merci aux gens qui s'en occupent et merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de ce moment. Merci à toi, Jérôme. Merci beaucoup. Merci à tous, merci donc à tous les participants et à tous les intervenants pour ces échanges riches. Et n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres idées de webinaires, n'hésitez pas aussi à nous écrire. On sera ravis d'inviter, comme aujourd'hui, des intervenants qui sont en plein dans les programmes, qui sont techniciens, qui pourront nous apporter beaucoup d'informations sur toutes vos questions pour répondre à vos interrogations en tout cas. Voilà.
Sur ces mots, je clôture la séance et donc je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.